Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à la case. Emma est ravie de retrouver Zot aujourd'hui, ce soir, ce mercredi soir. Passe un petit moment avec Zot et aussi en compagnie de ma chère Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum et bonsoir Zot toutes et Zot tous. Et oui, heureuse toujours d'être donc parmi vous et merci pour nous accueillir au sein de vos foyers. Et ce soir, en fait, on accueille un nouveau pour notre émission. Exactement, ça, tu peux le dire. Parce que c'est sa première venue parmi nous. Donc, bonsoir Jean-Claude Oyo. Gio. Pardon. Oh là là. C'est joli aussi. Oyo. Oui, en tout cas, il y a le Io. Voilà. Bonsoir Kelly, bonsoir Koulsoum, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de me recevoir sur votre plateau. Oui, bonsoir Jean-Claude Gio. Et donc, Jean-Claude nous vient du Morbihan. Et puis, enfin, c'est un peu un enfant du monde, hein, parce qu'il est né à Paris, et il va au Morbihan, il grandit dans le Morbihan, il voyage à Tahiti, après Tahiti, à la Réunion, et encore, c'est pas fini, hein, peut-être qu'il nous réserve d'autres aventures. Donc, c'était un enseignant spécialisé, et puis après, il s'est mis à l'écriture. Peut-être que vous avez lu son premier roman qui s'intitule Les Fils de Pleutre, hein, en 2023. Il écrit ce roman un peu autobiographique qui va raconter en fait un peu son histoire pesant, mais vous pouvez dire le deuxième E42 qui n'a rien à voir. Non, rien à voir, qui sort en 2004 et c'est pour ça qu'on l'a sur le plateau aujourd'hui. Exactement. Alors, donc, il nous vient avec E42. Alors, déjà, on peut donc se poser la question de ce titre très énigmatique. Oui, tout le monde me la pose. Oui, parce parfois que c'est pas courant. Parfois même dans les séances de dédicace, les gens pensent que j'ai écrit un roman sur les colorants. Exactement, parce que ça fait exactement penser à ça. J'ai pensé à une formule mathématique. Voilà. Voilà, non. E42, c'est le nom, c'est l'abréviation, mais c'est le nom d'une organisation de résistance clandestine. D'accord. Voilà. En fait, le E pour Espoir 42. Voilà. Ah ouais, Espoir 42. Puis bon, le 42, nous, on avait pensé à des choses, des chiffres inversés, mais bon, on est à côté, littéraire que nous sommes. À côté. Donc, c'est un second roman, un roman d'anticipation. Ouais. Et alors, quelque chose, dès que j'ai commencé à lire cette histoire, j'ai été prise depuis la dédicace que vous faites à toutes celles et à tous ceux qui, de par le monde, risquent leur peau pour la démocratie. Oui. Et bon, moi j'ai un nom à qui j'ai pensé, mais je voulais savoir, vous avez pensé à qui en écrivant ce... On pourrait penser à plein de noms, évidemment. Moi, celui qui me vient ce soir tout de suite à l'idée, c'est Boualem Sansal. Et moi aussi, j'ai pensé à lui. Je me suis dit qu'il fallait vraiment Boualem Sansal, qu'on a reçu ici à La Réunion lors du dernier Salon Athéna. C'est peut-être une de ses dernières sorties d'Homme Libre. Hein, voilà, pour les téléspectateurs qui ne savent pas, Boualem Sansal, c'est un écrivain franco-algérien qui est emprisonné actuellement en Algérie pour ses écrits, et uniquement pour ses écrits. Ben oui, il a 80 ans. 80 ans, il a un cancer avancé, et peut-être qu'il va y mourir. Ouais. Et juste parce qu'il a écrit contre le régime algérien. Voilà. Et c'est ce qui. Et donc, on peut penser aussi que de nos jours, nous sommes en 2024 et que on peut encore, par nos écrits, se retrouver un moment, être condamné. Effectivement, je pensais à lui et puis une petite pensée aussi à tous ces journalistes, à tous ces gens de la presse écrite, tout à fait. Et qui il y a d'ailleurs dans le roman 42 une histoire célèbre, JPK, Jean-Paul Courreau, qui a été assassiné. On le sait très bien, tout le monde le sait, que c'était par le président de la Polynésie à l'époque, Gaston Floss, avec des soutiens politiques en France. Il a été vraisemblablement noyé dans le canal entre Tahiti et Moorea parce qu'il enquêtait sur des malversations. Sur des choses comme ça à Tahiti. Ouais. Parce qu'on peut se dire que de nos jours, écrire, la plume, ça ne risque rien, mais non. Mais oui, mais les mots sont devenus dangereux. Oui, si on voit ce qui se passe aux États-Unis, on commence à interdire certains mots, on commence à interdire certains livres dans les universités, y compris à Harvard. Donc l'écrit et la pensée, c'est directement lié, et empêcher les gens d'écrire, c'est empêcher les gens de penser. Bien sûr. C'est scléroser la pensée. Tout à fait. Alors donc maintenir les choses. Exactement. Donc notre roman commence donc avec ce prologue où vous parlez de Berlin et de l'importance de ce sommet pour le climat. Voilà. Donc on démarre avec ça. Donc un roman empreint d'écologie. Hein. Oui. Empreint d'écologie, avec un regard quand même un petit peu critique aussi. Oui. Voilà. Oui, le roman démarre sur Berlin 2036,
voilà, en fait, les dirigeants du monde s'entendent pour qu'on n'ait plus le droit de voler, plus le droit de prendre l'avion. Oui, voler dans le sens de prendre l'avion. Oui, voilà, oui, c'est pour ça que je précise. Voilà. On transforme le vol en quelque sorte en crime d'écocide, quoi. Voler, prendre l'avion, c'est devenir un criminel. Oui. Il n'est pas impossible qu'on y arrive un jour. C'est pas forcément dystopique. On commence déjà. Il y a déjà beaucoup de gens qui ne veulent plus voyager parce qu'ils ne veulent plus prendre l'avion. Ou bien qui limitent leur voyage, ça je peux les comprendre. De là à tout interdire, mais on n'en est pas là. Ils n'ont pas fait un buzz sur l'équipe de France qui prenait les avions pour aller s'entraîner. Et puis il y en a un qui a répondu, oui, vous voulez qu'on y aille en char à voile, c'est ça. Quelque chose comme ça. Oui, parfois c'est impossible. Non, ici à La Réunion, et on est bien obligé de prendre l'avion. Si sinon on reste là. Sinon on reste là. Ou alors on y va en bateau, mais ça va être très très long et les vacances ne seront pas suffisantes pour l'aller-retour. Exactement. Exactement. Donc oui, alors dans ce roman, on suit quand même les aventures, entre guillemets, du personnage principal qui est Walter Duflo. Oui. Alors, est-ce qu'il a été, ce personnage vous a été inspiré par d'autres personnages réels? Non, c'est vraiment le pur produit de mon imagination, Walter Duflo. Oui, j'ai rencontré des gens qui écrivaient dans la presse, écrite et tout ça, mais pour le coup, je voulais un personnage qui soit embarqué dans une histoire sans qu'il en ait envie. Oui, parce que c'est totalement ça. Walter Duflo, c'est un journaliste, comme on en croit. C'est même pas un journaliste, il finit pas comme ça. Non. On l'a repéré parce qu'il écrit bien, il a une plume hyper caustique, et un jour, quelqu'un va lui proposer de travailler. Il ne sait pas trop pour qui au départ. Exactement. Oui, parce il tombe sur un message énigmatique. Énigmatique sur son ordinateur, et donc il fonce un peu tête baissée dans une histoire qui va totalement le dépasser. Oui. Et là, on est en 2039, mais j'ai envie de dire que c'est dans 14 ans. C'est pas, ça peut arriver très vite. Voilà, avec l'évolution, ça peut arriver très vite. Donc là, on démarre l'histoire avec ce personnage qui est peut-être un peu paumé au début. Paumé sympathique. Oui, c'est un anti-héros. Voilà, complètement. Il n'a rien d'extraordinaire. Il est très banal. Oui. Mais c'est justement ce côté-là, en fait, que vous avez voulu mettre en avant. Pourquoi j'ai voulu mettre en avant parce qu'on voit souvent des personnages, des gens qui s'engagent. On s'engage aussi avec ce qu'ils sont, c'est-à-dire avec leur état d'esprit, avec leur état physique, avec leurs doutes, avec leurs maladies. On n'est jamais qu'une personne, même les hommes politiques ou les stars qu'on peut voir à la télévision. Quand elles se retrouvent toutes seules avec elles-mêmes, elles ne sont plus ces personnages-là, elles sont elles-mêmes avec leurs soucis physiques, avec leurs soucis psychologiques. C'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer que même un personnage comme ça, même un pauvre monsieur comme ça, peut être complètement dépassé par l'histoire, et pourtant à la base, c'est un humain comme vous et moi. Ben oui. Voilà. C'est ces fragilités qui m'intéressaient d'explorer. Et les fragilités, à partir du moment où on s'engage dans une cause qui vous dépasse, est-ce que c'est un frein ? Au contraire, est-ce que ça permet d'aller plus loin? Voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. Parce qu'il vit sur cette île à Tahiti. Pénard, il écrit un peu pour la presse locale. Tout va bien. Oui. Et puis ensuite, il est pris dans ce mouvement. Et puis au moment où il y a il doit partir, il repart sur Paris, il change d'identité, tout ça. J'apprends, moi parce que je ne connaissais pas, j'apprends cette histoire d'écologie politique. Vous en parlez un petit peu. Moi, j'ai fait quelques recherches, j'ai vu ce que c'était. Moi, je me suis dit, vous avez bien ficelé la chose quand même, en introduisant en l'introduisant, je veux dire, mais de façon par petites gouttes, parce que c'est pas le roman n'est pas dessus. Non, le roman c'est pas un roman sur l'écologie. Non, c'est pas dessus. Mais c'est là par moment, et ça revient. Comme ça, comme la politique, comme autre chose qui reviennent. Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne, mais j'ai imaginé, c'est mon imagination, mais l'écologie politique, elle est politique, l'écologie par définition. On veut changer le monde, on fait de la politique, ça c'est obligatoire. C'est pas les écologistes qu'on connaît là que je mets en scène dans ce livre. Non. Mais je pense qu'il y a des tentations, ou il pourrait y avoir des tentations dans le mouvement écologique de radicalisation, comme il y en a dans toutes les philosophies, dans toutes les religions, dans tous les partis politiques, ou pas dans tous, mais dans beaucoup. Et effectivement, je pense qu'il existe déjà des groupes écologistes ultra radicaux qui sont prêts
qui serait prêt peut-être à ce qu'on instaure des dictatures pour que ça aille plus vite. Oui, voilà, oui. Oui, il parle même dans le roman d'un retour peut-être à Papette du nucléaire. Enfin, on y est. Hein. L'actualité nous ramène à cela. Oui, c'est un roman qui ramène à l'actualité sans arrêt. Hein. Exactement. Et donc, justement, alors, pour les téléspectateurs, vous pouvez donc nous définir le terme de dystopie, parce qu'on est carrément dedans. C'est un roman. Oui, une dystopie, il y a plusieurs définitions. C'est quelque chose qui est... En général, c'est sombre. Oui. Plutôt noir, sombre, et ça se passe dans le futur. Et on essaie de tordre un peu le réel pour arriver, on essaie d'aller jusqu'au bout, d'aller un peu plus loin. Et si ça continuait, et si, on arrive à la dystopie. C'est ça, c'est un petit peu, c'est ça. Et donc à côté, vous construisez aussi ce personnage qu'on aime bien, qui suscite aussi beaucoup d'intérêt, ce personnage de Anne, qui est là. Qui est là, qui est là comme un fantôme, hein, parce que elle est là, c'est la personne qui le remet un peu dans le droit chemin. En fait, c'est l'histoire de deux locataires sur le tard. La veuve et le célibataire. Oui, la veuve et le célibataire. Sur le tard, en fait. Ils se rencontrent sur le tard. En 2036, les prix tahitiens étant devenus exorbitants, ils se mettent ensemble pour partager les frais. C'est déjà exorbitant à l'heure actuelle, mais bon, ça sera encore pire. Voilà. Et donc lui, ils vivent côte à côte, mais il y a quand même quelque chose entre eux. Oui. Il y a une forte amitié, mais on va pas dévoiler la suite. Voilà, mais bon, ils sont ensemble. Et puis de mettre qu'elle décide, de lui donner un certain âge, c'est aussi comme une sagesse qui est un petit peu. C'est un peu sa voix. C'est lui dit attention. Qui en fait qui n'écoute pas d'ailleurs. C'est une nouvelle forme peut-être de relation. Enfin, Ah oui. Ça m'a un peu interpellée. Je me suis dit oui, peut-être une nouvelle définition de qu'est-ce que c'est vivre ensemble. Oui, qu'est-ce que c'est vivre ensemble. Parce qu'on s'interroge beaucoup dans ce roman-là. Qu'est-ce que c'est vivre ensemble, surtout à cet âge-là. Exactement. Partager la même salle de bain, je dis, mais c'est pas si simple en fait. Quand on a 70 ans et qu'on se connaît pas beaucoup. Et donc voilà. Et puis il y a aussi un moment quand on est un peu sur Paris, vous parlez de ces gens qui un peu entretiennent la guerre civile, ce contexte-là, et comment ça se nourrit en fait de fantasme en fantasme, que ça se... Oui, là on rentre dans le cœur du bouquin, qui est le populisme. Le populisme, c'est ça. Un populiste, c'est quelqu'un qui dit dites-moi votre colère et je vais l'épouser. Mais en fait, c'est juste pour parvenir au pouvoir. C'est de la démagogie, tout le monde le sait, mais ça fonctionne comme ça quand même, cette espèce de... On monte le peuple contre les élites. Bon, c'est vieux comme le populisme, en fait. Voilà. Exactement. Oui. Mais vous réussissez quand même à ne pas faire un roman populiste non plus. Non, c'est pas un roman populiste, c'est un roman plutôt antipopuliste quand même. C'est ça. Et c'est ça qui est bien, parce que bon, on sent monter les choses, on voit venir, on se dit bon, ça y est, je vois où il va nous emmener. Ben non, il nous emmène pas là. Non. Oui, j'aime bien jouer avec ça. Il nous emmène pas là, il va tourner. Oui, parce on refait un virage. On refait un virage et on revient. Et on revient. Et ça, c'est fabuleux. Voilà. Alors justement, pour revenir à ce personnage de Walter Duflo, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un lanceur d'alerte? Oui. C'est quelqu'un qui est dans l'action malgré lui. Oui, c'est un lanceur d'alerte. Oui. Voilà. Et donc, quels seraient en fait les messages à travers son action, qu'est-ce qu'il tente de faire justement, et à travers lui, qu'est-ce que vous... Moi, je pense que lui, le message de Walter, et si je me mets à sa place, c'est attention à ce qu'on vous raconte. Voilà. Allez au-delà du réel, allez au-delà des apparences, allez voir réellement ce qui se passe. Je pense que c'est ça que veut dire Walter. Donc éveiller les consciences. Oui, rester libre en fait. Rester libre. Voilà. Travailler son esprit critique. Bien Est-ce que vous pensez que justement, actuellement, notre esprit critique est totalement annihilé? On essaie de contrôler notre esprit critique. Est-ce que c'est dangereux? Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il est annihilé, mais en tout cas, il est très sérieusement mis en danger, oui, bien sûr. Bien sûr. On ne va pas développer ici le pouvoir des réseaux sociaux, le pouvoir des médias, le pouvoir, là, on est quand même manipulé, j'aime pas ce mot, mais on est quand même pas mal conditionné. Oui. Quand on voit tout ce que ces IA arrivent à faire. L'IA, bien sûr, les fake news, on est dans le royaume des fake news, on est même dans l'ère de la post-vérité actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de faits. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus de faits, il n'y a plus que des opinions sur les faits. Donc partant de là, comment on débat entre nous si on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur un fait? Donc on débat sur des opinions, des ressentis, et donc le réel là-dedans a tendance à
à se diluer, quoi. On n'en parle plus, en fait. Et c'est assez dangereux, je pense. Donc, il est là pour nous alerter, pour nous guider. En tout cas, c'est... Alors, à sa manière. Parce que lui, complètement. Mais peut-être qu'il n'en a pas conscience, lui. Lui, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Voilà, un bon petit soldat. De ce on lui demande d'écrire, il écrit. Mais c'est quand même aussi un espoir. Il y a de l'espoir. Peut-être qu'on l'a pas assez bien brossé l'espoir, mais c'est un roman qui ouvre, qui donne des pistes d'espoir, qui donne des pistes. On va pas dévoiler la fin. On va pas dévoiler, mais qui donne des pistes d'espoir. Et puis surtout, bon, vous l'avez dit, qui éveille les consciences, mais qui nous fait dire ne croyons pas à tout ce qu'on voit ni à tout ce qu'on entend. Non, attention. Ça, c'est attention. Exactement. Alors, donc, est-ce que justement ce souci donc d'éveiller le peuple, cette conscientisation finalement des opinions, c'est des thèmes qui reviennent dans vos écrits? Est-ce que vous pensez que, concrètement, est-ce qu'il y aura une suite à ce E42? Alors, est-ce que on pourrait? Voilà. Oui. Ouais, j'y ai pensé. Oui. On pourrait. Après, le problème, c'est que quand on se lance dans ce type de littérature, on fait forcément des gros bouquins. Oui. Suivez mon regard. Les gros bouquins, très difficiles à... j'ai la chance d'être publié chez Orphi, donc voilà, mais les gros bouquins, c'est pas si simple à... je le vois quand je suis en dédicace. Les gens prennent le livre. Ils regardent les pages. Alors je leur dis, mais ça se lit vite, on est emporté. Mais donc voilà. Oui, mais pourquoi pas? Il pourrait y avoir une suite, bien sûr. Mais les Américains, je fais un aparté, mais ils font des livres, mais les livres les policiers et tout, c'est des gros livres, des 700, des 800 pages. Mais moi, je me suis freiné. Oui. Donc oui, pourquoi pas une suite? Mais voilà. Ça serait bien. Donc une alors, suite on va passer, avant de... parce que l'heure tourne, on va passer à l'objet. Oui, alors vous m'avez demandé d'apporter un objet qui me caractérise. Alors moi, l'objet qui me caractérise, si je demandais à tous ceux qui m'entourent, à toute ma famille, ils diraient le livre. Ah bah oui, je passe ma vie à lire, je lis 2-3 livres par semaine. Bon, je regardais ma bibliothèque avant de venir, j'ai des centaines de livres, je me suis dit, mais lequel j'apporte? Pourquoi plus celui-là que le dernier? Je sais pas pourquoi. Alors j'ai apporté un truc qui me suit tout le temps, voilà, c'est ça, c'est un marque-page. C'est le trait d'union entre moi et le livre. Bon, il y a des gens qui cornent les pages, moi je déteste ça, il y a des gens qui se rappellent là où ils sont arrivés. Moi je gribouille dedans aussi, mais bon. Oui, on peut des fois gribouiller, ça dépend de... Voilà. moi j'ai apporté un joli marque-page, parce que voilà, ça me symbolise bien. Très joli, et il vient d'où? Vous l'avez... Alors, il faut que je parle un petit peu de ma vie personnelle. Alors ça, ce sont des marque-pages qui sont peints par ma compagne, pardon. C'est super. Qui sont en vente, elle en fait plein. Voilà, donc c'est sympa d'avoir des jolis marque-pages. Oui. Voilà. Et puis ce sont des beaux cadeaux aussi. Oui, ils sont en vente, on les trouve. Ah ouais, voilà. D'accord. Dis donc, ça c'est... Alors, Jean-Claude, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as des séances de dédicaces? Je viens d'en faire une douzaine. Donc là, au mois de juin, c'est un peu fini. Je pense à la rentrée, il y a encore des endroits que j'ai pas fait. Oui, on devrait me retrouver à la librairie Autrement à Saint-Denis, je pense, à la Fnac du Port que j'ai pas encore faite. J'ai fait toutes les autres, mais pas celle-là. Au salon Athéna. Oui, je serai à Athéna, bien sûr, le rendez-vous incontournable. Plusieurs créneaux, j'espère. Oui, c'est sûr. Et puis sur les réseaux, bien sûr. Si on tape mon nom, on me trouve partout sur les réseaux. Oui, ça c'est sûr. D'accord. Et donc là, sur le E42, on n'a pas expliqué le 42. On l'avait dit déjà hors antenne, mais on les a un peu guidés quand même. On les a guidés un petit peu. Mais Jean-Claude, il veut pas trop. Non, mais je sais bien. Mais voilà, c'est pour leur donner. Parce qu'il y aura des élections en 2042 si le calendrier est respecté, sauf si un de nos futurs présidents ou présidentes démissionne avant. Si on respecte le calendrier, si vous comptez bien, 27, 32, 37, 42. C'est tout. Ah bah oui, des élections de 42, donc c'est pas la peine de chercher... Que seront-elles? On n'en sait rien, on verra. Exactement. Mais si on lit le livre, on peut... On peut quand même avoir un petit guide. On peut avoir un peu le sourire. Oui. Exactement. Ça peut être en attendant 2042, en espérant 2042, en électrisant 2042. C'est ça. Voilà. Donc, les élections 2042. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, très, très bien. Bon, voilà, on arrive à la fin de notre émission. Ça passe très vite. Ça passe très vite, oui. Et donc, on espère te revoir. Mais certainement pour le prochain. Oui. Qui est déjà chez l'éditeur. Donc, voilà, pour l'instant, il n'est pas encore...
Ils n'ont pas décidé. Mais... La suite déjà? Non, c'est non, la suite se passera. Je me suis dit. La suite, ça va te plaire. Kulsoum se passera entre la Réunion et la Bretagne. Voilà. Exactement. Exactement. Voilà. Bon, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Claude et merci à tous et à toutes. Nous retrouvons pour d'autres aventures littéraires.